Eh bien aujourd'hui, grosse journée, je viens de revenir du sport, j'ai fait beaucoup de trucs, notamment ce matin je suis allée voir un film qui est sorti je crois ce printemps ou cet été, c'est une espèce de reportage qui s'appelle Jodorowsky's Dune. Et putain, je me suis pris une petite claque. Je vous conseille, hein, c'est un film pas très long et c'est un documentaire quoi, donc c'est assez facilement avalable. Et ouais, en fait, ça raconte l'histoire du meilleur film qui a jamais existé. Enfin, genre du meilleur film, genre qui était prêt à être fait quoi. Sauf qu'il a pas eu les financements, donc Jodorowsky n'a jamais fait ce putain de film qui aurait été mais absolument grandiose et absolument en avance sur son temps. C'était bien avant, quelques années avant Star Wars. Et voilà, s'il y avait eu Dune, le Dune de Jodorowsky à cette époque, ça aurait complètement changé la face du cinéma mondial aujourd'hui, quoi. Donc ouais, t'as un peu les boules, quoi. C'est genre pendant tout le film, il te parle de à quel point c'était un projet waouh, magnifique. Et toi, tu sais, tu vois, que le film il n'existe pas, quoi. Donc bon, ça fout un peu les boules, quoi. Mais Jodorowsky, en fait, je l'ai découvert il y a pas très longtemps, grâce à Teddy Boy d'ailleurs, qui m'a présenté juste ce livre. Et je savais pas du tout qui était Jodorowsky, hein. Vraiment, j'avais jamais entendu ce nom. Et du coup, dans le reportage, ils ont un peu retracé la carrière et tout ce qu'a fait Jodorowsky. Et donc, il a aussi fait des films. Et maintenant, j'ai juste qu'une seule envie, c'est d'aller voir La Montagne Sacrée. J'aimerais trop aller le voir au cinéma. Il faut que je regarde s'il n'y a pas des séances. Je sais pas, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, donc en fait, il y a quelques mois, il y a 1 ou 2 mois, peut-être moins, bref. J'ai lu donc le tarot, La Voix du tarot de Jodorowsky. À la base, je suis pas du tout tarot, numérologie, astrologie, etc. Tout ce qui est divination, c'est pas vraiment le genre de truc auquel je crois vraiment. Voire même pas du tout. Je suis extrêmement sceptique là-dessus. Et quand j'ai commencé le bouquin, je l'ai commencé presque avec du mépris, quoi, vous voyez. Et il commence à parler de numérologie, il commence à parler de ça. Et puis j'étais là, ouais, bon, vas-y, Osef. Et j'étais sur le point d'arrêter de lire ce bouquin. Quand je me suis dit, en fait, Cardcaptor Sakura, c'était probablement des sortes de cartes de tarot, quoi, qui avait dessus. Et l'idée de faire mon propre jeu de tarot, vous voyez, mon propre truc avec mes propres arcanes majeures et mineures, d'un seul coup, ça m'a paru super amusant. Je me suis dit, après tout, rien n'est sacré. Et plus dans le début de son bouquin, il disait que le tarot était sacré, que genre il l'avait remis en ordre parce que tout le monde l'avait saccagé, mais qu'en vrai c'était un message cosmique, blablabla. Et plus il disait ça, et plus j'étais en mode... Ouais, ok, bon, allez, on va donner un grand coup de pied dans ce truc qu'il estime sacré, et puis on va refaire toutes les cartes. Donc au début, je me suis dit, je vais juste refaire les 21 premières cartes, donc les arcanes majeures. Je vais les refaire à ma sauce, avec mes symboles, mes trucs, parce que tout est... c'est que des symboles très chrétiens, très... c'est des trucs vraiment très ancrés dans un truc qui me parle moi pas du tout, quoi, dans une culture qui me parle pas du tout. Donc je me suis dit, viens t'essayer de refaire des cartes, mais un peu à ta sauce, quoi, tu vois, pour créer un peu cet effet. Ce sont mes cartes de clos, tu vois. Donc me voilà sur le chemin de l'entreprise de refaire les cartes de tarot. Donc vous voyez, j'avais fait toutes les petites cartes avec les bordures, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chaque truc, et en fait vous voyez au milieu du bouquin, donc là où j'ai mis tous les post-it un peu partout, il y a un résumé de chaque carte et son interprétation. Vous voyez, donc là c'est le mât, première carte. Et voilà, ça ouvre le truc. Et donc, vous avez toute une explication avec exactement comment il peut apparaître dans une lecture, etc. Enfin, qu'est-ce qu'il signifie. Et à la fin, il fait un petit truc où un peu il met en scène la carte et il dit « Et si le mât parlait ?» ou « Et si la papesse parlait ?» ou « Et si l'étoile parlait ?» etc. Et ensuite, t'as des mots-clés et des trucs avec des interprétations traditionnelles de la carte. Et donc, ça donne un truc assez global où tu comprends un peu l'essence
global de ce que peut être une carte, une arcane majeure en tout cas du tarot. Et donc voilà, donc je me lance dans cette entreprise à faire mes petites cartes. Et plus j'essaye de capter l'essence d'une carte pour pouvoir réussir à la remplacer, et plus je me rends compte de la profondeur et de la richesse que contient la signification d'une carte. Donc pendant un moment, tu vois, je suis un peu sciée, je suis un peu genre... Ok, donc j'ai toujours envie de faire mon tarot, mais j'ai plus l'impression d'être légitime parce que je trouve plus... Il y a un moment où je suis arrivée au bout de mon imagination et j'arrivais pas à trouver des symboles assez forts et assez puissants qui puissent remplacer en fait la carte originelle. Parce que du coup, Jodorowsky en avait fait des interprétations mais absolument magnifiques quoi, puis qui représentent tellement bien le psyché humain et qui... Je sais pas, c'était tellement parlant quoi. Vraiment, je commence à être fascinée par le bouquin, quoi. Et puis voilà, le temps passe. Et en fait, petit à petit, je me rends compte que c'est pas le tarot qui m'impressionne, et c'est pas la beauté du tarot, mais c'est la beauté de Jodorowsky. Petit à petit, en fait, je tombe amoureuse de sa façon de voir les choses, de sa poésie, de tout, quoi. Et je me rends compte qu'en fait, ce qui m'intéresse dans ce bouquin, c'est pas donc le tarot, puisque j'ai quasiment pas changé mon avis sur le tarot, mais pourtant, je commence vraiment à développer cet amour donc pour Jodorowsky. Et vient le dernier chapitre, le tout dernier, qui est même pas un chapitre, c'est genre une toute petite conclusion qui s'appelle Conclusion, la pensée tarotique, où voilà, dedans, je sais pas comment dire, mais en gros, pour moi, c'est un bouquin qui parle d'illumination, quoi. C'est un bouquin qui parle de s'élever spirituellement parlant. C'est pas du tout un bouquin qui parle genre de comment on pourrait dire, de prédiction, ou enfin tout ce qu'on apporte au tarot, genre un moyen de rentrer dans ta psyché, ou un moyen de mettre du clair dans les trucs que t'as dans ta tête, etc. Non, en fait, moi, je le vois vraiment juste comme un bouquin un peu spirituel qui te parle via des grands principes. Et ensuite, c'est à toi de les mixer par rapport à... Enfin, je sais pas, c'est super étrange. En fait, c'est un peu mystique comme bouquin. Je saurais pas trop bien expliquer en quoi il est vraiment waouh, mais il est vraiment waouh. Et donc, j'avais envie de vous lire un tout petit bout, un tout petit extrait qui est tiré du dernier chapitre, où, en gros, la pensée tarotique, il parle, en fait, de comment on doit se sentir en tant que tarologue, donc en tant que personne qui tire le tarot à d'autres personnes, parce que au final c'est assez compliqué de pas... il explique que c'est compliqué de pas mettre son ego en fait dans une lecture des cartes, de pas essayer de vouloir absolument imposer sa vision du monde à la personne qui est en face de nous. Ça m'a énormément appris de le voir écrit, de comprendre que c'est pas applicable que pour le tarot, c'est applicable tous les jours. À un moment, il explique que il faut pas voir le consultant, donc la personne qui vient voir le tarologue, quoi, juste avec nos yeux présents. Il faut le voir dans son entièreté. Il faut comprendre comment sa mère le voit, comment sa petite amie le voit, comment sa sœur le voit. Il faut comprendre toute l'entièreté de sa personnalité par rapport à toute la vision que peuvent avoir chaque personne dans son entourage et autour de lui ou pas, etc., pour comprendre vraiment qui il est. Et ça m'a énormément aidée. Par exemple, Guillaume, je pensais vraiment que je le connaissais bien, et pourtant, quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte qu'en fait, je connaissais juste le Guillaume de mes yeux à moi, que en réalité, j'avais jamais cherché à comprendre qui était Guillaume par rapport à sa mère, qui était Guillaume par rapport à son ex, enfin comment toutes ces personnes le voyaient lui, et quelle influence ça avait pu avoir sur lui-même, en son vrai lui, quoi. Genre, j'ai l'impression de vraiment mieux comprendre les gens quand tu comprends mieux ce qui les entoure. Pas juste avec ta vision monolithique, je sais pas si ça se dit,
genre juste unilatéral quoi, tu vois cette personne-là avec juste tes yeux-là. Essaye de pluraliser les regards, tu vas voir que tu vas mieux comprendre une personne en pluralisant les regards. Bref, tout ça pour revenir au tarologue. Donc il disait que qu'il n'y a pas de tarologue impersonnel quoi, que à chaque fois que tu fais un tirage ou un truc, le tirage qui va arriver, il est forcément influencé par celui qui le lit, par sa langue maternelle, par son histoire, par une époque, par tout ça quoi, tout ce qui fait que le tarologue est le tarologue et tout ce qui fait que le consultant est le consultant. Donc c'est vraiment c'est difficile, on va dire, de ne pas mettre son ego et tout ça dans un tirage. Et donc il écrit quasiment à la fin un truc qui m'a vraiment bouleversée. Donc je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais je vous lis le petit texte. Ne pouvant me libérer de moi-même, je me suis demandé: qui suis-je lorsque je lis le tarot? Ma pensée est-elle masculine? Est-elle latino-américaine? Européenne? Est-elle adolescente ou mature? Ma morale est-elle judéo-chrétienne? Suis-je croyant, athée, communiste, serviteur du régime établi? Est-ce que je perçois les caractéristiques de mon époque? Pour arriver à une lecture utile, je me suis rendu compte que, ne pouvant me détacher de ma personnalité, je pouvais la travailler, la polir jusqu'à parvenir à son essence. Je me suis promis de ne pas obéir aux modes, de ne tomber dans le piège d'aucune tradition ou folklore. J'observais avec attention mon image du monde et tentais de toutes mes forces de modifier mon esprit masculin, acceptant le féminin, pour fondre les deux jusqu'à atteindre la pensée androgyne. Si je suis née au Chili et me suis formée au Mexique et en France, à l'intérieur de moi, j'ai cessé d'avoir une nationalité, réussissant en toute sincérité à me sentir un citoyen du cosmos. Cela m'a conduit à me rendre compte de mes limites en tant qu'être humain. Ma conscience n'était pas prisonnière d'un corps minéral, végétal ou animal. Elle était l'essence de l'univers tout entier. Ce qui m'a permis de me mettre à la place non seulement d'autres personnes, mais également d'objets. Que je ressens mon chat, cet arbre, la montre que je porte au poignet, le soleil, les pavés sur lesquels je marche, mes organes, mes viscères, etc. Dans ce travail de détachement et de raffinement, j'ai perdu non seulement la nationalité, mais également l'âge, le nom, les étiquettes, écrivain, cinéaste, thérapeute, mystique et bien d'autres. Je cessais de me définir, ni gros, ni maigre, ni bon, ni mauvais, ni généreux, ni égoïste, ni bon, ni mauvais père, ni ceci, ni cela. Je cessais également de prétendre atteindre des buts idéaux, ni champion, ni héros, ni saint, ni génie. J'essayais de toutes mes énergies d'être ce que j'étais. Je cessais de m'accrocher à une seule langue et je développais un amour, un respect pour toutes les langues. En même temps, je me rendis compte que si les mots ne parvenaient pas à la poésie, ils devenaient des pièges. Je crois que la racine de toute maladie psychosomatique est un ensemble de mots ordonnés sous forme d'interdits. Imposer une vision, c'est en interdire d'autres. L'univers n'a pas de limites et fonctionne avec un ensemble de lois qui sont différentes, parfois contradictoires, dans chaque dimension. Plus j'élargissais mes limites, plus je voyais celles de l'autre. Aujourd'hui, lorsque je lis un tarot et que j'entre en transe, mon moi presque transformé en toi, je me sens devant le consultant comme un ciel bleu qui reçoit le passage d'un nuage. En réalité, nous ne lisons pas pour dire au consultant ce qu'il est, mais pour le comprendre. Le jour où nous le comprendrons totalement, nous disparaîtrons. Au fond, je crois que notre véritable consultant est la mort. Essayons de la comprendre. Lorsque nous mourrons, c'est-à-dire lorsque nous sommes elle, nous nous dissolvons enfin dans la vérité. Voilà pour ma petite journée Jodorowsky. Je vous fais d'énormes bisous et puis à demain. Bye.